Merci aux organisateurs, évidemment, de cet événement qui maintenant devient un événement vraiment marquant dans le paysage de la lutte contre le spécisme. Je pense que dans cette lutte, il est très important d'avoir à la fois un côté militant de base et un côté plus théorique de discussion. Et donc, c'est le rôle des rencontres comme celle-ci. Je pense qu'elles sont très, très, très précieuses. Alors, bon, j'avais proposé ce titre et donc le thème que je veux développer. J'espère que ça ne va pas faire trop double emploi avec d'autres choses, en particulier la conférence de François Jacquet à laquelle j'ai pas pu assister l'autre jour, malheureusement. Je pense que ce qui va être original, c'est un peu le fait de vouloir analyser de façon assez précise, je dirais pas parfaitement précise, mais plus précise qu'on ne le fait habituellement, la notion de spécisme dans la définition que je considère comme étant la définition fondamentale et qui devrait être un peu la pierre de touche. Je ne dis pas que c'est le seul aspect du spécisme et que tout le reste est sans importance. Le spécisme, comme tout phénomène social, c'est quelque chose de protéiforme qui a énormément d'aspects différents, mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit cette définition fondamentale du spécisme qui est celle-ci. Alors, à la différence par exemple, de Marcus qui est passé hier, je cherche volontairement à en faire une définition qui soit non évaluative, c'est-à-dire qui soit neutre, où je ne cherche pas à piper les dés dès le départ. Je dis, c'est une position. D'abord, le spécisme est une position éthique, c'est une position qui concerne l'éthique. Donc, c'est une position éthique, c'est pas directement, on parle parfois de pratiques spécistes et de choses comme ça, je ne dis pas qu'on ne devrait pas en parler, ou d'attitudes spécistes, mais à la base, le spécisme, c'est une position éthique. Et c'est l'idée que l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthiquement pertinent. Et je vais décortiquer un petit peu ce qu'il y a dans cette définition. On en a déjà parlé, donné cette définition plusieurs fois au cours de ces journées, donc ça n'est rien d'extraordinairement novateur, mais je vais rentrer un petit peu dans les détails des différents termes qu'il y a là-dedans. Donc il y a le terme espèce, il y a le terme être, il y a le terme en soi, qui est un peu un ingrédient clé de cette définition. Il y a éthique et il y a la notion de critères éthiques pertinents ou valides. Donc, c'est une position éthique, je dis. C'est une façon un peu inhabituelle de dire les choses, parce que nous, on dit, oui, notre comportement est éthique, nous mangeons éthique, etc., etc. Ceux d'en face, c'est pas éthique. Mais je pense, quand je dis que c'est éthique, ça veut dire que la position en face, la position spéciste qui nous fait face, est une position qui concerne le même domaine que notre position qui est contraire. Quand il y a deux positions, l'une qui contredisent l'autre, elles sont dans le même domaine. Donc, quand je dis que c'est une position éthique, le spécisme, ça ne veut pas dire que c'est une position juste. De la même manière que dire la Terre est au centre de l'univers, comme les gens disaient à une époque, c'est la position de la vision du monde des anciens, la Terre est au centre du monde et le Soleil tourne autour du monde, c'est une proposition de physique. C'est une proposition, donc la comparaison avec les sciences, le Soleil tourne autour de la Terre, laquelle est au centre de l'univers, est une proposition scientifique. C'est une proposition scientifique erronée. D'accord ? Mais c'est une position scientifique quand même. Le spécisme est une position éthique. Dans le domaine de l'éthique, on doit en discuter avec les outils de l'éthique, avec les critères de l'éthique, de vérité ou de fausseté.
Donc, on ne peut pas l'écarter immédiatement en disant que c'est une position qui n'a rien à voir avec l'éthique. Quand Galilée a fait en 1632 donc, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, l'un des systèmes, c'était le système ancien où la Terre est au centre de l'univers, l'autre, c'est le système où la Terre tourne autour du Soleil. Il n'a pas dit le dialogue entre le grand système du monde qui est le mien et le système en face qui est pas un système du monde, qui est juste du pipi de chat. Enfin, voilà. Donc il n'a pas pipé les dés a priori. Il a dit voilà, on a deux systèmes scientifiques, on va les faire dialoguer. Je pense que c'est ça l'approche que j'ai. Donc il s'agit dire que quelqu'un agit de façon éthique, ça ne veut pas dire qu'il agit de façon juste, ça veut dire simplement qu'il agit en fonction de ce qu'il croit être la justesse. Les spécistes pensent qu'il est correct d'agir de manière spéciste, que c'est juste. Ils pensent que l'espèce est un critère éthique. Et notre position ne dit pas que le spéciste n'agit pas de manière éthique, mais qu'il agit selon une éthique erronée. D'accord ? Donc, à ce titre, on a différents contraires possibles du spécisme. Donc, quelqu'un qui se fiche de l'éthique, déjà, n'est ni spéciste ni antispéciste. Elle est non spéciste, mais par exemple, quelqu'un qui dit Al Capone, il dirait je me fiche complètement, je massacre les humains comme je massacre les animaux. Je ne bouffe pas de la saucisse d'humain parce que ça m'attirerait encore plus d'ennuis que j'en ai souvent. Mais donc voilà. Quelqu'un qui a une éthique qui est non spéciste mais qui n'est pas militante contre le spécisme, c'est aussi quelqu'un qui est non spéciste. Quelqu'un qui est antispéciste, c'est quelqu'un qui combat le spécisme. Ce qui ne veut pas dire que cette personne n'est pas elle-même aussi, à différents niveaux, imbibée de spécisme. Pour moi, c'est clair, par exemple, quand je passe devant une boucherie, je vois des morceaux de cadavres, je n'ai pas la même réaction quand je vois un cadavre de lapin que si je voyais un cadavre d'humain. Je dirais, à un niveau émotionnel, je suis spéciste. Mais ça ne m'empêche pas d'être antispéciste. L'antispécisme, ce n'est pas exactement le fait de ne pas être spéciste, c'est à la fois plus et moins, c'est combattre le spécisme sans forcément prétendre ne pas être soi-même spéciste de beaucoup de points de vue. Alors, la définition que j'ai présentée est, à mon avis, une caractéristique très importante qui est qu'elle se place sur le point de vue de l'éthique, mais vous savez qu'il y a différents points de vue en éthique. Il y a les utilitaristes, dont je suis, c'est mon point de vue, mais tout ce que je vais vous dire est à peu près, peut valoir pour n'importe quelle éthique. Donc le fait que je sois utilitariste, ça ne veut pas dire que ma définition du spécisme est biaisée en faveur de l'utilitarisme ou ne marche que dans le cadre de l'utilitarisme ou quelque chose comme ça. Par exemple, quand les gens disent l'antispécisme implique de peser de façon égale les intérêts des différents individus. Ça, c'est une définition qui est biaisée en faveur de l'utilitarisme. C'est une définition à laquelle j'adhère, en fait. Sauf que ce n'est pas une définition écuménique, parce qu'elle parle en termes d'intérêt, que l'éthique consisterait à peser les intérêts des uns et des autres et choisir les actes en fonction du résultat de cette comparaison des intérêts. Moi, la définition que j'ai donnée, c'est est-ce que c'est un critère éthique ou pas? Alors, je reviendrai sur la notion de critère éthique, ce que ça veut dire, mais la notion de critère éthique existe dans toute version de l'éthique, de critères éthiques individuels, je pense. Alors, il y a peut-être des versions de l'éthique qui sont plus collectivistes, mais je pense que même elles ont forcément cette notion de critères éthiques individuels, de quels sont les êtres qui entrent en jeu, qui sont significatifs dans l'éthique. Alors ici, donc, je donne quelques éthiques différentes. Je ne suis pas spécialiste des autres éthiques, puisque
pour moi, c'est l'utilitarisme qui a raison, les autres ont tort. Donc, je n'ai pas forcément approfondi tout, mais je veux dire, je sais qu'il y a différentes éthiques qui existent. Donc, l'éthique de l'intention, pour Kant, la seule chose vraiment bonne dans le monde, c'est la bonne intention, donc la bonne volonté, et seuls les humains peuvent avoir une bonne volonté. Le fait que et par ailleurs, seuls les humains peuvent être l'objet d'une bonne volonté, quelque part. Il y a les éthiques vertueuses qui sont, il faut se montrer courageux, etc. etc. Beaucoup d'éthiques se fondent sur un discours ontologique, par exemple la distinction entre les choses et les personnes. Alors là, par exemple, la question du critère, ce sera quels sont les êtres qui sont des personnes et pas des choses. La valeur des êtres, est-ce que tous les êtres ont la même valeur ou est-ce que les humains sont supérieurs? Donc là, c'est encore un discours ontologique sur la supériorité ou l'égalité de dignité. Quels sont les critères dans ces éthiques-là? On se posera la question de quels sont les critères déterminant qui a une égale dignité et qui a une dignité complètement inférieure dans les chaussettes, quoi. L'éthique que je préfère, donc, c'est l'éthique comme définie comme étant la science de l'action juste, d'accord? Donc purement conséquentialiste, purement visant à déterminer qu'est-ce que je dois faire, répondre à la question que faire. Ça, c'est les points de vue éthiques conséquentialistes, dont en particulier l'utilitarisme. Et les définitions, comme j'ai dit, la définition que j'ai mise ici, le spécisme est l'idée que l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthique pertinent. Cette définition est pertinente pour toutes les sortes d'éthiques. Alors, la notion de critère éthique, attendez que je... Oui, voilà. Oui. Donc, je vous disais, celle que je préfère de définition, c'est la science de l'action juste, mais toutes les éthiques, en définitive, ont des conséquences concernant les actions. Donc, que ce soit directement ou indirectement. Kant, par exemple, l'éthique de Kant n'est pas une éthique conséquentialiste, ne considère pas que l'action et que les conséquences de l'action sont la chose la plus importante, mais il n'empêche que l'éthique de Kant, en définitive, elle impacte les actions qu'on fera. Et par exemple, elle dira il est interdit de tuer un être humain, sauf cas exceptionnel. Par contre, il est sans importance de tuer un animal non humain. Alors donc j'ai pris là un exemple assez net. C'était le préfet du Rhône, donc du département de Lyon. Il y avait 2 éléphants qui étaient dans un rescapé d'un cirque et qui étaient dans un parc et qui avaient un problème de santé qui pouvait être contagieux, et donc le préfet a dit bon, ben, on ne va pas s'embêter, on va les tuer. Donc, plutôt que de leur donner des antibiotiques, parce que pour un éléphant, il faut des grosses pilules. Donc, pour justifier l'euthanasie des 2 éléphants, il a dit à ceux qui m'insultent en me demandant un traitement humain, je rappelle que nous parlons de 2 éléphants, autrement dit d'animaux. Donc, pour ce préfet, qui se base sur des considérations, je dirais, ontologiques, c'est pas la même chose un humain et un animal non humain, ça détermine une question de vie ou de mort. Ça fait que l'acte le plus grave, qu'on retient comme étant le plus grave en général, qui est le meurtre, pour un humain, devient un acte administratif anodin quand il s'agit de l'appliquer à un non-humain. Là, j'ai mis aussi une capture d'écran d'une discussion de quelqu'un qui défend le foie gras. Vous savez une chose, perso, je m'en fous complètement que ces bêtes souffrent, car leur foie est tellement bon, et puis ce ne sont que des bêtes, donc allô, quoi. Il faut arrêter, vive le foie gras, vive le gavage, et merde aux anti-foie gras. Donc, c'est des bêtes, donc on s'en fiche. Le raisonnement est simple et direct sur le critère et l'application, on se fiche de leur souffrance. Alors,
Donc le critère suivant les éthiques sera vécu de façon différente. Donc le critère éthique peut être pour déclarer qu'un être est de nature différente, évaluer la valeur de la vie d'un être, déterminer la manière de traiter un être, etc. Mais la définition que j'ai donnée n'implique pas, vaut pour toutes ces versions de l'éthique. Maintenant, la question de l'espèce d'un être. Là, j'en parle juste de 2 mots. Je reviendrai sur la notion d'espèce un peu plus loin. Donc, l'idée que l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthique valide. L'espèce, c'est une entité collective. On a les humains, les éléphants, les chats, etc. Mais quand on parle de spécisme, je pense qu'il est important de voir que l'élément dont on parle, c'est l'individu. D'accord ? Et qu'il ne s'agit pas de dire, par exemple, il y a des gens qui disent l'antispécisme considère que, par exemple, il est spéciste d'accepter la disparition des tigres, de l'espèce tigre. L'espèce tigre a autant d'importance que l'espèce humaine. Donc, qui serait l'antispécisme, dans cette vision, serait l'affirmation d'égalité d'importance des espèces, c'est-à-dire des collections prises dans leur globalité. Or, je pense que ça, c'est une vision complètement fausse des choses. La question du spécisme, c'est comment on traite ou quelle ontologie on attribue, et ainsi de suite, à des individus, et est-ce qu'il est juste de le faire en fonction des espèces. D'accord ? Alors là, juste, donc c'est un caractère individuel. L'espèce en tant que caractère individuel, l'appartenance à l'entité globale espèce est vue comme caractère individuel dans cette définition. Alors juste un rappel que l'espèce est une division biologique. Il y a des gens qui disent l'espèce humaine et l'espèce animale. Bon, biologiquement, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas l'espèce animale, l'espèce végétale. Il y a l'espèce, il y a des millions d'espèces animales, dont les êtres humains. La subdivision, elle se fait, bon là c'est extrêmement simplifié, hein, mais bon, vous avez les animaux, dans les animaux vous avez les vertébrés, les mammifères, les primates, Homo sapiens, et dans l'espèce Homo sapiens, vous avez donc la nôtre, vous avez des personnages différents, Dominique, Claude, les animaux, mammifères, carnivora qui ne veut pas dire carnivore parce qu'ils ne mangent pas tous de la viande, mais c'est juste une étiquette sur cette division taxonomique. Felis catus, c'est l'espèce des chats, et dedans vous avez Félix, Sylvestre et d'autres chats. Dans les végétaux, la même chose, vous avez le pommier, l'espèce pommier, etc. Et un point qui a son importance, c'est le fait que l'espèce se transmet par descendance. J'ai mis à l'évolution près, parce que dans l'évolution, forcément, vu qu'on considère que les espèces se divisent, etc., il y a des moments où ça ne se transmet pas. Mais bon, ça, c'est des questions assez délicates. Alors, un petit point aussi pour corriger une vision qu'on a souvent un peu erronée du spécisme, c'est quand on parle de différence d'espèces, en principe, c'est entre n'importe quelle espèce. Serait spéciste quelqu'un qui dit les éléphants d'Afrique, je leur accorde une importance morale, mais pas aux éléphants d'Asie, parce qu'il se trouve que c'est 2 espèces différentes. Mais dans la réalité, le spécisme réel consiste de manière très dominante en une différence entre une espèce très précise qui est la nôtre et toutes les autres espèces. D'accord ? Donc, les gens qui ont fait cette image, je trouve qu'ils sont dans le faux, quoi. Parce qu'ils disent, vous êtes raciste si vous faites une différence entre ces personnes, avec 4 personnes donc de types différents, et vous êtes spéciste si vous faites une différence entre ces animaux. Alors que ce n'est pas ça le point fondamental. Le point fondamental, c'est la différence entre tous ces animaux et l'individu qui est ici et qui fait partie de l'espèce humaine. D'accord ? Alors que les gens qui ont fait cette image imaginent que la chose la plus importante, c'est dans le spécisme, à dénoncer dans le spécisme, c'est le fait de faire une différence entre les chats et les vaches. Alors que la chose la plus importante, c'est de faire la différence
C'est le fait de faire la différence entre les humains et tous les autres animaux. Ce qui ne veut pas dire que je condamne l'utilisation de l'argumentation du genre il y en a un que vous câlinez et il y a l'autre que vous mangez. Psychologiquement, c'est important et c'est aussi une forme de spécisme. Mais quand on parle du problème majeur du spécisme, c'est pas ça qui est la première chose qui est à mettre en avant. C'est le fait que les humains, le meurtre est un crime très grave et que le fait de tuer un animal, c'est de la gastronomie. J'en viens à ce point clé de la définition qui est l'espèce en soi. Donc, l'espèce entre deux individus d'espèces différentes, il y a typiquement des différences. Bon, il y a des espèces où on ne voit absolument pas les différences. Il paraît que chez les souris, il y a 1000 espèces de souris différentes qu'on ne peut déterminer la différence d'espèces qu'en regardant pratiquement leurs globules rouges ou je ne sais pas quoi, enfin, je veux dire par des analyses de laboratoire. Donc, ce n'est pas toujours très visible, les différentes espèces. Mais de façon typique, voilà, le chat, il est poilu, les humains le sont beaucoup moins. Donc, Félix a une pilosité bien plus grande plus dense que Claude, et ce n'est pas sans rapport avec le fait que Félix est un chat et que Claude est un ou une humaine. Sauf que c'est des caractéristiques qui sont corrélées statistiquement, mais qui ne sont pas toujours absolues. Il y a des chats qui sont nus, vous avez peut-être vu des photos, et il y a des humains qui sont très poilus, peut-être pas autant qu'un chat, mais bon, je veux dire, ça existe. Donc il y a des humains qui sont plus poilus que des chats. Donc la différence n'est pas systématique. Alors le spécisme, et ça c'est un point vraiment clé, le spécisme ne dit pas que les caractéristiques qui de fait dépendent, que ce soit toujours ou que ce soit simplement statistiquement, que les caractéristiques qui dépendent de l'espèce ne sont pas moralement pertinentes. Il dit que l'espèce elle-même, enfin, que les caractéristiques, le spécisme ne dit pas que ces caractéristiques, comme l'intelligence par exemple, ou le fait d'être poilu, etc., sont moralement pertinentes. Le spécisme dit que l'espèce en elle-même, l'espèce toute nue, l'espèce indépendamment des caractéristiques qui sont en corrélation avec l'espèce. Donc le spécisme dit que l'espèce en soi est un critère moralement pertinent, indépendamment de ce qu'il implique. Alors là, j'ai pris un exemple qui en fait est imaginaire. Hein. Donc Arcturus, c'est une étoile. Arcturus 3, j'imagine qu'il y a peut-être une planète autour de Arcturus. Et que sur cette planète habitent deux populations, les grosiloques, qui sont là depuis longtemps, et les pitiploques, qui viennent d'une autre galaxie, qui donc font partie d'une autre espèce, qui ne sont pas, bien qu'ils se ressemblent. Hein. Ici, vous avez les grosiloques et les pitiploques, et comme on voit, les grosiloques sont nettement plus grands que les pitiploques. Alors, c'est facile à retenir, parce que grosiloque, ça commence par un G, et pitiploque, ça commence par un P. Voilà. Donc, les grosiloques qui sont là depuis longtemps, ils ont des pompiers, et les pompiers, ils ont construit leur machine à peu près à leur taille, donc correspondant à la taille moyenne des grosiloques de 1,50 m, et les pitiploques, ils ont du mal à conduire ces trucs-là. D'accord ? Donc, il y a une discrimination là. Les pompiers n'embauchent que des grosiloques. Ils n'embauchent que des grosiloques parce que les camions de pompiers, les pitiploques ne peuvent pas les conduire, ils sont trop petits. D'accord ? Mais ils ne sont pas spécistes. Ils ne sont pas spécistes, ils n'embauchent que les grosiloques parce que les autres sont trop petits. De fait, ils n'embauchent que des grosiloques parce que de fait, les grosiloques sont plus grands que les pitiploques, mais leur critère, ce n'est pas l'espèce. Leur critère, c'est la taille. D'accord ? Donc, il y a, le non-spécisme n'implique pas une égalité de traitement des individus, si on parle en termes d'égalité de traitement. Ça n'implique pas non plus d'ignorer la réalité de la différence. Ici, vous avez une courbe, alors, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire. Si vous avez la population, c'est-à-dire qu'ici, la plupart des pitiploques, ils font 1 mètre.
La plupart des grosiloques font 1,50 m. Et ici, on voit qu'entre les deux, eh ben, il y a 0 qui fasse 1,25 m. Tous les pitiploques sont plus petits que tous les grosiloques. Et donc, de fait, les pompiers n'embauchent que des pitiploques. De fait, la discrimination, on peut supposer qu'elle est justifiée. Elle n'est pas forcément justifiée, mais on peut imaginer que ça soit vraiment, parce qu'ils n'ont rien contre les pitiploques, mais de fait, ça ne le fait pas, quoi. Dans le cas qui arrive souvent, et qu'on peut appeler le cas des cas marginaux, il peut y avoir recouvrement. Donc, il y a Paul qui est un pitiploque et qui se trouve être plus grand que Gaston qui est un grosiloque. C'est-à-dire que les deux courbes ne sont pas entièrement séparées, mais il y a une zone où on trouve un certain nombre de pitiploques et de grosiloques. Et donc, il y a des cas de personnes grosiloques qui sont plus petites que des personnes pitiploques. Et à ce moment-là, si les pompiers continuent à refuser d'embaucher les pitiploques et refusent même d'embaucher Gaston, qui est un pitiploque exceptionnellement grand, tout en embauchant, non, refusent d'embaucher Paul, qui est un pitiploque très grand, tout en embauchant Gaston, qui est un grosiloque plus petit que Paul, là, on peut dire, mais leur truc de dire c'est à cause de la taille, c'est du flanc. En fait, ils sont en train de pratiquer du spécisme anti-pitiploque et ils sont en train d'utiliser ce critère de la taille que comme un prétexte. Alors, ce critère ce fait qu'on puisse utiliser des critères de substitution comme prétexte, hein, historiquement, c'est quelque chose qui est très important. Hein. Après la guerre de sécession aux États-Unis, il y a eu toute une période qui n'est pas entièrement finie où, dans le Sud, ils trouvaient tous les critères possibles et imaginables pour se débrouiller pour que les Noirs ne puissent pas aller voter. Du genre, il faut savoir lire et écrire. Les esclaves qui venaient d'être embauchés, libérés des champs de coton, ils ne savaient pas lire et écrire. Ah, ben voilà, nous, on n'est pas racistes, on interdit simplement aux gens qui ne savent pas lire et écrire de voter. Résultat, ils n'apprenaient pas plus à lire et écrire, puisque tous leurs représentants élus étaient racistes, anti-noirs, et les écoles étaient mauvaises pour les Noirs. Donc, c'était clairement un racisme, bien que, officiellement, ils utilisaient un critère qui n'était pas la race. D'accord ? Donc, dire que l'espèce d'un être constitue en soi un critère éthique pertinent veut dire que l'espèce, indépendamment de toute caractéristique liée à l'espèce, statistiquement, presque toujours, ou imaginairement, hein, il y a aussi des cas où certains critères sont en fait complètement imaginaires, que c'est un critère éthique valide, alors, suivant les versions de l'éthique, valide pour attribuer des droits à un individu, pour attribuer une essence différente, pour attribuer une dignité, pour prendre en compte ou pas, ou moins les intérêts. Par contre, si on disait, et si réellement on disait, bon, ben, les gens qui ont la tuberculose, mais qui pèsent plus de 500 kg, enfin, les êtres qui ont la tuberculose et qui pèsent plus de 500 kg, il faut trop d'antibiotiques pour les soigner, donc on les euthanasie. Bon, malheureusement, enfin, de fait, ça veut dire euthanasier les éléphants, mais pas les humains. Mais s'il y avait un humain qui faisait 550 kg, eh ben, on le traiterait comme les éléphants. Et un bébé éléphant qui fait 300 kg, on le soigne. Cette proposition-là, je ne dis pas qu'elle serait justifiée, elle ne serait pas forcément justifiée, mais elle ne serait pas spéciste. D'accord ? Vous voyez la distinction. Et ça m'amène à un point qui pour moi est très important, qui est l'idée que, on entend souvent dire le spécisme, c'est la discrimination la plus fondamentale. Enfin, il y a des gens qui le disent, que la discrimination est à la base, le spécisme est à la base de toutes les dominations. Moi, je pense que le spécisme, la question du spécisme est très importante culturellement,
a énormément de ramifications, mais d'un point de vue strictement éthique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la justesse éthique. On peut être non-spéciste tout en étant complètement dans le faux. Un non-spéciste, il ne prend pas l'espèce comme critère éthique valide, mais bon, il a forcément d'autres critères de discrimination. Quand je dis discrimination, c'est dans un sens neutre, c'est-à-dire faire différence entre les gens, et ces autres critères peuvent être justes ou pas à leur tour. D'accord ? Quelqu'un qui est antispéciste, il y a des chances qu'il soit motivé par le fait de ne pas utiliser des critères arbitraires, donc de rechercher des critères arbitraires. Mais ça n'est pas une garantie que les critères de substitution qu'il va utiliser vont être justes. Il y a des critères qui ont été, que je mentionne là, donc par exemple l'intelligence, il y a des gens qui pensent peut-être que vraiment, quand un être est intelligent, sa vie a plus d'importance, il est plus sentient, ou sa sentience en elle-même est plus importante. Le critère de la sentience, que moi je pense est un critère juste, mais ça demande à être défendu. La couleur de la peau, bon, là c'est pareil que pour l'espèce, ça peut de base. Le fait d'être sujet d'une vie, Tom Regan, si j'ai bien compris, donc, qui est l'auteur de Case for Animal Rights, donc je ne sais pas le titre en français, mais bon, donc pardon ? Les droits des animaux, voilà, donc qui est la théorie qui était dominante pour l'approche droit des animaux à l'antispécisme. Il considérait que le critère central, c'est le fait d'être sujet d'une vie, c'est-à-dire d'avoir une vie qui peut se passer bien ou mal, ce qui exclut les êtres qui sont seulement sentients, mais qui n'ont pas suffisamment de conscience de leur vie dans la durée pour être sujet d'une vie. Ça, c'est d'autres critères. Ces autres critères peuvent être justes ou faux. Il y a besoin de les argumenter et de les défendre ou de les contredire s'ils sont faux. Mais le fait de ne pas être spéciste ne garantit pas qu'une éthique soit juste. Simplement, c'est que la thèse antispéciste à laquelle je crois, elle dit que le non-spécisme est une condition nécessaire. C'est-à-dire que si une éthique est spéciste, elle est fausse, elle est dans l'erreur. Si une éthique est non spéciste, après, il y a à voir le reste. Alors, on peut voir ça comme une faiblesse de la définition que je présente du spécisme, mais en même temps, pour moi, je pense que c'est une force. C'est une force parce que ça permet aussi d'aller plus loin dans l'affirmation du fait que l'espèce n'est pas un critère valable. Si on essaye de faire, à partir de l'antispécisme, quelque chose qui en plus inclut la race, le sexe, et puis les conditions économiques, et puis ceci et cela, on va arriver à une construction complexe qui forcément sera beaucoup plus fragile que si on met l'accent directement sur le spécisme, sur l'espèce, et qu'on cherche à déterminer est-ce que oui ou non, ça c'est un critère juste. Ce qui n'interdit pas, par ailleurs, d'argumenter sur les autres plans. Je ne suis pas en train de dire on ne doit pas se préoccuper du sexisme et tout ça. Simplement dire que en séparant les choses, on permet d'avoir des raisonnements qui sont plus forts et qui aussi vont plus loin. Que le spécisme n'est pas du tout un critère éthiquement pertinent, que si on veut faire des différences entre les êtres, il y a à chercher ailleurs des critères que l'espèce. Donc logiquement, être antispéciste n'implique pas d'être antiraciste, antisexiste. L'espèce n'est pas un critère éthique valide, n'implique pas que la race n'est pas un critère éthique valide, mais l'antiracisme, l'antisexisme, l'antinationalisme auquel je tiens aussi, c'est-à-dire le fait de considérer que
le fait d'être né dans un pays plutôt que dans un autre ne devrait pas donner des droits supplémentaires ou moindres, peuvent être justifiés indépendamment de l'antispécisme. Ils peuvent être justifiés par des raisonnements qui sont semblables à celui qui amène à l'antispécisme. Donc, il y a un renversement mutuel des différents courants, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une implication logique entre les deux. Vous voyez la différence entre raisonnement parallèle qui se renforce par le fait que quand on a fait un des raisonnements, on peut plus facilement faire l'autre, et implication logique que c'est parce qu'on est antispéciste qu'on doit être antiraciste. Et par ailleurs, évidemment, la motivation qu'on peut avoir pour être antiraciste et antisexiste et contre d'autres formes de discrimination, elle est souvent la même que celle qu'on a pour être antispéciste. D'accord ? Alors donc, oui, voilà. Donc, je développe cette idée de la force de la définition que je donne. Donc, la force de l'accent sur la définition fondamentale et la faiblesse du spécisme fondamental, c'est-à-dire le fait que ce spécisme ne peut pas être soutenu. Alors, pourquoi est-ce que le spécisme est quelque chose qui ne peut pas être soutenu? Et ça, je pense que c'est extrêmement important de voir à quel point le spécisme est quelque chose de faible, le spécisme est quelque chose qui repose sur rien, que c'est quelque chose qui, pratiquement, je ne veux pas mettre l'évaluation dans ma définition du spécisme, mais je pense qu'en définissant le spécisme comme je l'ai fait, ça rend pratiquement, quand on comprend bien cette définition, ça rend pratiquement impossible de défendre le spécisme. Donc, voilà, la force de l'accent sur la définition fondamentale. Qu'est-ce que l'espèce? C'est une notion purement biologique. Donc, ça a déjà été dit, hein, c'est une notion qui est du domaine de la biologie, je dirais, de l'évolution aujourd'hui. Ce n'a pas toujours été le cas, parce que l'ancienne biologie, avant Darwin et avant que l'évolution ne soit acceptée dans le monde des biologistes, l'ancienne biologie, elle voyait l'espèce comme étant quelque chose de très différent. Elle avait une conception complètement différente. Elle voyait le monde comme ayant été créé par Dieu en 6 jours, et Dieu avait créé chaque être, chaque espèce, avec une sorte de moule intérieur qui était un moule intérieur commun à tous les individus de l'espèce. Il y avait un moule intérieur chat, par exemple, il y avait un moule intérieur pinson des Galapagos. Enfin, bon, pour chaque espèce différente, il y avait un moule intérieur. Et ce moule intérieur était commun aux individus de l'espèce. Les espèces étaient incommensurables, c'est-à-dire il y avait une sorte de frontière naturelle absolue entre les différentes espèces. Et ce moule intérieur constituait leur nature, leur essence, quelque chose d'un ordre presque magique qui était à l'intérieur de l'individu. En principe, cette vision-là a disparu. En principe, depuis Darwin, la nouvelle biologie donc évolutionniste considère l'espèce comme un groupe d'individus qui, pour n'importe quelle raison, n'auront de descendants qu'entre eux et pas avec les individus des autres groupes. On dit souvent que le critère de l'espèce, c'est l'interfécondité. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est un peu plus compliqué même que cette définition que je donne là. Mais grosso modo, c'est ça. C'est une notion de biologie des populations. Si deux individus, s'il y a une souris qui est ici et puis une souris qui est à Lyon, bon ben, elles vont peut-être pas se reproduire entre elles, mais l'une va se reproduire avec une autre souris qui va voyager un petit peu, etc. De proche en proche, elles auront peut-être des descendants communs, donc elles font partie de la même espèce. Si elles ne peuvent pas avoir des descendants communs, ça peut être parce qu'il y a un changement hormonal qui fait qu'il n'y a plus d'attirance entre elles. Ça peut être parce qu'il y en a une qui a tendance à être fertile en mai et l'autre à être fertile en septembre. Ça peut être pour un ensemble, n'importe quelle définition, n'importe quelle raison. Les raisons qui font la spéciation, c'est-à-dire la séparation entre les espèces,
c'est un pot pourri de raisons hétéroclites. Chez les araignées, par exemple, c'est très souvent un petit changement dans la forme des organes copulateurs, les changements étant réglés un peu au hasard des mutations des gènes, et hop, les deux araignées peuvent plus s'accoupler. Ça peut être un manque d'attirance, ça peut être une séparation géographique qui font que deux populations n'auront plus de descendants. Donc c'est quelque chose qui est complètement au hasard, le fait que deux individus font partie de la même espèce ou pas. D'accord ? Donc c'est une notion extrêmement superficielle quelque part. C'est une notion collective, ce n'est pas une notion individuelle. C'est pas, grosso modo, ce n'est pas une caractéristique de l'individu de faire partie d'une espèce. C'est une caractéristique de la population dans laquelle il se trouve. Et c'est une notion aussi biologiquement problématique, parce que, bon, je vous ai donné la définition, mais en fait, il y a plein de cas où elle ne marche pas, où elle est extrêmement floue, etc. Mais l'espèce, ce n'est pas plus que ça, que avoir ou pas la possibilité d'avoir des descendants communs. Donc, le non-spécisme qui refuse ce critère d'espèce, c'est une position minimaliste. Il dit ce critère d'espèce, celui-là, tout nu, le fait d'avoir la possibilité d'avoir une descendance commune avec les autres individus, c'est pas un critère éthique. L'espèce n'est pas en soi un critère éthique pertinent. Donc le non-spécisme ne constitue pas une éthique complète, et je pense que c'est là une force. C'est là une force parce que quand on bâtit une éthique complète, c'est une construction fragile, présentant des défauts, attaquables. Pointer le fait que les éthiques spécistes ne peuvent pas être valides en disant ces éthiques ne sont pas valides, après ça, cherchons à construire avec cette contrainte-là que une éthique valide doit être non spéciste, cherchons à construire l'éthique, c'est d'abord une position plus forte. On a donné une condition d'impossibilité pour certaines éthiques. On n'a pas pris le risque d'en construire d'autres et c'est quelque chose aussi qui fait appel à l'ensemble de la collectivité. Ça responsabilise la totalité de la société de construire une éthique valide. Ce n'est pas que notre travail à nous, antispécistes, d'être les grands Manitou qui allons dire quelle est l'éthique. Ça ne nous interdit pas d'avoir notre opinion sur le sujet, mais je veux dire, ce n'est pas parce que nous sommes antispécistes que nous devons être capables de réussir là où Kant et tous les autres ont échoué. D'accord ? Donc notre tâche, c'est simplement d'être caustique, de détruire la position d'en face. C'est ce qui a été appelé la position, un argument ad hominem, c'est-à-dire nous disons aux spécistes, vous avez tort, nous savons une chose, c'est que vous avez tort et nous avons tous la charge de créer une éthique non spéciste. Alors, pourquoi est-ce que l'éthique spéciste ne peut pas être juste? Donc, on a cité, j'ai vu citer hier, donc même 2 fois, je crois, cette règle qui remonte à Aristote, traiter de façon semblable les cas semblables. Donc, est-ce que le critère d'espèce peut être un critère pour faire une différence entre les êtres, pour dire que c'est une différence qui permet de traiter de façon différente des cas? Alors, traiter de façon semblable des cas semblables, donc il faut citer une différence. Est-ce qu'il faut citer n'importe quelle différence? Clairement non. Parce que si on a 2 êtres, bon, ben, il y en a un qui est né un jour pair et l'autre un jour impair, est-ce que ça suffit? Évidemment non, parce que sinon, à partir du moment où on a 2 êtres, ils sont forcément différents, sinon il n'y en aurait qu'un. Il y a forcément quelque chose qui permet de les distinguer, donc il ne suffit pas de citer n'importe quelle différence, il faut que ce soit une différence pertinente. D'accord? Donc, des éthiques différentes peuvent retenir des critères pertinents différents, enfin peuvent retenir des critères différents comme pertinents. Il y a des éthiques qui, par exemple, peuvent dire que l'innocence est un critère pertinent et pour d'autres ne vont pas retenir ça. D'accord? Bon, quelques candidats, la sentience, être fait à l'image de Dieu, posséder la liberté, être rationnel, intelligent, la faculté de parler, être né un mardi,
c'est un critère aussi. Être les plus forts, être sujet d'une vie, voilà, tout ça, c'est des critères. Pour soutenir qu'un critère est éthiquement pertinent, il faut argumenter qu'il existe un rapport entre ce critère et le statut éthique. D'accord ? C'est pas très compliqué, parce que je dis beaucoup de mots, mais la réalité, elle est toute simple. Si vous voulez dire qu'un critère est éthiquement pertinent, il faut au moins argumenter l'existence de ce rapport entre le critère et le statut éthique. D'accord ? Et si on propose comme pertinent seul compte éthiquement les individus nés un mardi, la réponse est évidemment pourquoi ? Pourquoi un mardi ? Quel rapport ? Il n'y a pas de rapport entre être né un mardi et avoir une importance éthique. Donc une condition minimale, c'est présenter un argument soutenant le rapport. Un exemple d'argument, seuls les êtres rationnels peuvent créer une éthique, donc seuls les êtres rationnels sont concernés par l'éthique. Ça, c'est une tentative pour soutenir l'existence d'un tel rapport. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est bidon, ce raisonnement. Mais au moins, il y a un minimum de tentatives qui a été fait. D'accord ? Alors, l'existence d'un argument en faveur d'un rapport est une condition nécessaire. Quels sont les arguments pour défendre l'existence d'un rapport entre l'espèce d'un être et son statut éthique ? Voilà. Ça, c'est le slide central de ma présentation. J'exagère un peu. Quand je dis aucun, j'en citerai un. Mais franchement, c'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. L'absence d'argument, donc, on cite toujours « c'est un humain ». Le préfet, il disait « c'est un humain ». Voilà, c'est pas un humain, c'est des éléphants, c'est pas des humains. On cite simplement ça. On dit est-ce que... Donc on cite ça comme si ça avait une propriété magique, d'accord ? Les individus susceptibles d'avoir des descendants communs avec l'ensemble des humains, rapport avec individus dont la souffrance importe. Le préfet, il a juste cité ce mot, mais en lui donnant cette valeur magique, mais il n'a donné aucun argument pour soutenir ça. Il y a un argument quand même qui, donc je vous disais, des gens disent, oui, il est normal que les individus d'une espèce soient solidaires des autres de la même espèce. C'est ainsi que fonctionne l'évolution. Bon, c'est un argument... oui, c'est un argument, voilà. Donc, c'est pas vrai qu'il y a zéro argument. Sauf que matériellement, c'est faux. Matériellement, les individus au sein des espèces sont en compétition, et sont en compétition aussi acharnée, parfois plus, qu'entre deux espèces différentes. Et l'idée ancienne que l'évolution, ce serait... l'individu cherche par exemple à perpétuer son espèce. Il ne cherche pas à perpétuer son espèce. Il cherche, en fait, en général, il cherche le plaisir du rapport sexuel, ou le plaisir de construire un nid, ou quelque chose comme ça. Et puis, au plus, il cherche à avoir une descendance à lui. Il ne cherche pas à perpétuer son espèce. La notion d'espèce, elle est extrêmement artificielle par rapport au fonctionnement réel de l'évolution. Il y a plein de cas de cannibalisme, de meurtre. Tout le monde sait que quand il y a, que c'est fréquent qu'un mâle tue les petits de la femelle qui vient d'arriver à posséder, et il tue les petits qui sont nés d'un mâle précédent, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Une idée fausse de l'éthique qui est que de toute façon, que ce soit vrai ou faux, que dans la nature, les individus d'une espèce donnée sont très polis entre eux et ne se font jamais de mal, l'éthique ne consiste pas à copier l'existant. L'éthique consiste à dire ce qui devrait être. Donc, ce n'est pas parce que, si c'était le cas, les individus d'une espèce ne se tuent jamais entre eux, ça ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas qu'on se tue entre nous. Si c'est le cas, ce qui est vrai, que les mâles tuent les mâles des lions tuent les lionceaux nés d'un rival, ça ne justifie pas non plus de tuer d'autres humains quand ça nous arrange. D'accord ? Bon, donc ça, c'est un argument qui existe. C'est à peu près le seul que j'ai trouvé qui réellement cherche
à vraiment pointer sur la notion d'espèce et faire un rapport entre la notion d'espèce et le statut moral. Ça, c'est un argument, entre guillemets, typique, parce que là, pour le coup, je dis, c'est même pas un vrai argument, c'est un assassinat, voilà, je mange du foie gras, je pense que c'est sur le foie gras, parce que c'est bon, un assassinat, parce que l'autre avait sans doute dit, on assassine les animaux, un assassinat, c'est un homicide, c'est uniquement quand c'est un humain qu'on assassine. Le dictionnaire dit ça, donc tu ne parles pas français. Donc on ne cherche même pas à établir un rapport, on fait référence au dictionnaire. Donc on fait référence au fait que voilà, il y a le mot humain dedans. Et je note en passant, et là c'est important je pense, que l'extrême nonchalance du critère, c'est-à-dire qu'on justifie de tuer un être et de considérer, d'un côté c'est un meurtre et de l'autre côté c'est bon. Simplement, c'est en fonction du fait que le mot est dans le dictionnaire, quoi. Alors, dans la recherche des arguments qui existeraient quand même malgré tout pour justifier le spécisme, j'en viens à ce qui, à mon avis, constitue un peu le cœur de la justification réelle que les gens ils ont en tête du spécisme, c'est l'espèce des philosophes. J'appelle ça l'espèce des philosophes, c'est peut-être des philosophes surtout continentaux, la façon dont beaucoup de philosophes qui n'ont pas du tout de notion vraiment de biologie voient la notion d'espèce. Et en réalité, je pense que c'est énormément de gens ont cette vision dans la tête. Ce n'est pas que les philosophes professionnels, donc c'est l'ancienne vision. C'est simplement l'ancienne vision. Je vous ai dit qu'avant Darwin, l'espèce, c'était le moule intérieur créé par Dieu à la création du monde. Donc, radicalement différent d'une espèce à l'autre. Et j'ai rencontré un bel exemple, je n'ai pas réussi à remettre la main sur le papier que j'avais, donc à citer le passage lui-même, mais c'est Stéphane Ferré, le philosophe et son scalpel, où il pose la question de l'identité personnelle au cours du temps. Et par exemple, il dit, est-ce que Napoléon aurait été Napoléon s'il avait eu une vie différente? Si Napoléon n'était pas revenu de l'île d'Elbe, est-ce que ça aurait été Napoléon? Si Napoléon n'avait jamais été général, mais avait été boulanger, est-ce que ça aurait été la même personne? S'il était né 1 heure plus tard, si Napoléon avait été une femme, est-ce que ça aurait été la même personne? Et il dit, mais il y a quand même un critère absolument nécessaire pour que ce soit la même personne, c'est que ce soit un humain et pas un chameau, parce que il est nécessaire, l'identité numérique, je ne sais pas comment il le dit, enfin, l'identité entre un objet et lui-même implique l'identité sortale, ce qu'il appelle sortale, c'est-à-dire l'identité de sorte. Donc il dit l'espèce, c'est la sorte, c'est pas un critère comme un autre, c'est pas le fait d'être boulanger ou d'être empereur, ça c'est des trucs qui sont superficiels d'un ordre accidentel, mais identité sortale, voilà. Donc que c'est quelque chose de l'ordre de l'essence que l'espèce constitue la nature d'un être. Et les philosophes, ils utilisent ça sans se rendre compte que ça n'a rien à voir, que ce n'est absolument pas validé par la biologie. La biologie ne reconnaît pas, depuis Darwin, ne reconnaît pas l'espèce comme ayant une quelconque nature. D'ailleurs, Darwin disait on devrait arrêter de parler d'espèces, c'est que des variations qui se sont séparées des autres. L'espèce, pour Darwin, et depuis Darwin, c'est un objet complètement superficiel et accidentel qui ne constitue en rien une nature des individus. D'accord? Et ça a comme conséquence que la réalité du raisonnement spéciste, à mon avis, c'est le suivant. Ce n'est pas l'espèce en tant que quantité biologique qui est prise en compte par les spécistes. Ils le mettent en avant, c'est leur critère pratique, c'est l'espèce, mais ce n'est pas parce qu'un humain fait partie de l'espèce Homo sapiens définie comme étant un ensemble d'individus capables d'avoir une descendance commune que
les êtres humains ont une importance éthique. Ce n'est pas non plus parce que les humains sont intelligents, rationnels, etc., qu'ils ont une importance éthique. Quand ils mettent en avant, par exemple, la rationalité des humains, ils le mettent en avant, mais si on leur pointe le cas des gros ilocs et des petits blocs, là, les cas des marginaux, si on leur dit les handicapés mentaux profonds, on peut les bouffer, alors ils disent non, 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 faut surtout pas, parce que c'est des humains quand même. Le raisonnement est en réalité que ce qui est censé avoir une pertinence éthique, c'est l'essence, c'est la nature de l'être. Et ils ont l'idée que les êtres ont des natures différentes, que la façon pratique de repérer ces natures différentes, ces natures comme étant une sorte d'objet métaphysique dans les êtres différents. La façon de repérer donc l'espèce des biologistes, la notion réelle scientifique d'espèce, c'est pas ce qui justifie la différence de traitement, c'est une façon de repérer les êtres qui ont cette nature humaine. D'accord ? L'intelligence, la rationalité qui caractérise la plupart des humains n'est pas non plus la raison justifiant la différence de traitement, la différence éthique. La rationalité est seulement le signe de l'existence de cette nature. D'accord ? Mais que dans leur esprit, la réelle justification du spécisme, c'est cet objet qui est la nature de l'être humain. Ça, c'est mon interprétation de leur vision des choses. Ce n'est pas eux qui le disent. Parce que si eux, ils le disaient, la réponse est toute simple, c'est « mais vous sortez d'où cette nature ? Qu'est-ce qui vous prouve l'existence de cette nature ? Comment pouvez-vous même être suffisamment certain de l'existence de cet objet métaphysique qui n'est pas visible, que vous repérez par l'espèce biologique, qui est un objet complètement, dont on sait que c'est quelque chose de complètement aléatoire dans la nature, vous repérez ça par ça, vous considérez que l'intelligence, la rationalité, c'est le signe de cette nature, mais ça n'est pas le critère de cette nature, puisque vous attribuez cette nature, y compris aux handicapés mentaux profonds. Vous avez cette affirmation de l'existence de cette nature qui se fonde sur rien, Vous pouvez penser que c'est probable que ça existe, mais comment pouvez-vous, de façon si nonchalante, décider de la vie et de la mort des êtres en fonction d'une hypothèse si peu fondée, peu soutenue par rien. Voilà. Donc là, on retrouve encore l'absence totale d'arguments réels pour soutenir l'espèce. Là, j'ai une argumentation du type Janine Chanteur. Janine Chanteur, qui était une auteure philosophe qui a écrit un bouquin pour le spécisme, enfin contre la libération animale, et qui répondait à l'argumentation des cas marginaux, qui disait « Les êtres humains, qu'une atteinte corporelle empêche selon toute apparence de manifester une quelconque aptitude à remplir des devoirs. » Donc elle parle des handicapés mentaux profonds. Comme c'est le cas des handicapés mentaux profonds, n'en demeure pas moins des sujets de devoir pour les autres qui doivent reconnaître que tout être né d'un homme et d'une femme a par nature le droit d'être un être humain. C'est-à-dire qu'auparavant, elle a argumenté que oui, les animaux ne peuvent pas être pris en compte par l'éthique parce qu'ils sont incapables ils n'ont pas l'aptitude à remplir les devoirs. Et puis elle traite le cas des handicapés mentaux profonds, et elle, au lieu de dire, voilà, les handicapés mentaux profonds, ils n'ont pas cette capacité à remplir les devoirs, elle dit, en substance, elle dit qu'ils l'ont, que les handicapés mentaux ont la capacité, ont l'aptitude à remplir les devoirs, mais
il y a juste une apparence qui fait qu'ils ne manifestent pas cette... vous voyez, ils ont cette capacité. Le grosiloque qui mesure 50 cm, en fait, il mesure 1,50 m, mais il n'a pas une atteinte corporelle l'empêche de manifester sa taille de 1,50 m. Mais il a sa taille de 1,50 m, donc pour le traiter, il faut l'embaucher chez les pompiers pour qu'il soit tout petit assis sur son siège, qu'il n'atteigne pas le truc, mais il n'empêche que voilà, ça c'est secondaire, c'est accidentel le fait qu'il n'a pas 1,50 m. Ce qui montre bien que voilà, le dernier truc, par nature, tout être né d'un homme et d'une femme. Voilà, donc ça c'est grosso modo, c'est le critère d'espèce biologique. Donc on y fait référence pour faire croire qu'on est en train de parler de quelque chose de réel et comme critère de repérage, d'accord ? En plus, le côté pathos qu'on y rajoute, que voilà, c'est notre enfant, etc., etc. Mais dans le fond, c'est ni réellement l'espèce, parce qu'il n'y a aucune argumentation réelle entre le fait d'être né d'un homme et d'une femme qui dirait quelque chose. Il n'y a pas d'argumentation. La seule argumentation, c'est cette espèce de vide qu'il y a en arrière-plan, qui est ce vide dans l'argumentation, c'est l'idée de nature qui est là un peu par défaut. Parce que s'ils font ce raisonnement, il faut forcément qu'il y ait quelque chose là qui les amène à dire que ces êtres ont une importance morale. Et donc, c'est cette idée de nature qui est en arrière-plan et qui ne mentionne pas explicitement, mais qui est là, quoi. Voilà. Donc, ma comparaison. Hein. Gaston est un grosiloque, il a une essence de grosiloque, il est par essence plus grand que tout petit ploc. Une atteinte corporelle l'empêche, selon toute apparence, de manifester sa taille. Cela n'empêche qu'il reste un grosiloque et doit être traité comme tel. Donc, il peut être embauché chez les pompiers. Mais Paul, qui est essentiellement petit, même si apparemment il est plus grand que Gaston, ben non, il ne doit pas être embauché. Voilà. Alors, donc, je vous ai dit centralement dans mon exposé, il y a cette absence d'argument pour soutenir le spécisme tel qu'il est formulé là. Mais on peut objecter à ça, c'est que le fait qu'on n'ait pas prouvé quelque chose, ce n'est pas une preuve que cette chose est fausse. Il y a des choses, par exemple, la conjecture de Fermat, là, le théorème de Fermat, pendant longtemps, c'était un truc qu'on pensait vrai, mais personne n'arrivait à le prouver. Récemment, enfin, il y a une dizaine d'années, je crois, on a réussi à prouver le théorème de Fermat. Mais pendant tout le temps, entre-temps, voilà, personne n'arrivait à le prouver, mais il n'empêche que c'était vrai. Voilà. Donc l'absence d'argument, ce n'est pas un argument pour l'absence. Donc le fait que personne n'ait trouvé un argument soutenant le spécisme ne prouve pas que le spécisme est faux. D'accord ? Logiquement, ça ne prouve pas que le spécisme est faux. Mais ça prouve un certain nombre de choses quand même. Ça permet de dire un certain nombre de choses quand même. Donc on n'a pas d'argument connu. Et en l'absence d'argument connu, l'espèce d'un être est un critère éthiquement pertinent, à la même plausibilité qu'un autre argument, qu'une autre proposition, comme le jour de naissance, le fait d'être né un mardi plutôt qu'un mercredi, est un critère éthique pertinent. Or, personne, à ma connaissance, ne dirait que la deuxième proposition a une quelconque plausibilité. Donc, on ne voit pas pourquoi si le septimanisme, c'est-à-dire le fait de considérer que le jour de la semaine où on est né n'est pas valide, l'espèce n'a a priori pas plus de plausibilité. Et on peut même dire que l'absence d'un argument de justification pour le spécisme est un résultat positif. Aucune argumentation sérieuse en faveur du spécisme n'a été prouvée, mais ce n'est pas faute d'avoir cherché. C'est-à-dire que ça fait 2000 ans et plus qu'on cherche, que les esprits les plus forts de tout l'Occident, et pas seulement, cherchent à justifier qu'on bouffe les animaux, qu'on traite les animaux comme on ne traiterait jamais un être humain. Donc le spécisme ne repose sur aucune justification connue ou facilement connaissable. D'accord ?
Donc, si les gens, de fait, sont spécistes, ils ne sont pas spécistes sur la base d'une justification. Ils sont spécistes pour d'autres raisons. Et comme la plausibilité du spécisme repose principalement sur le fait que tout le monde y croit, de fait, je veux dire, c'est la réalité, on est né dans une société spéciste, on a tous été spécistes, parce que tout le monde l'est, et donc sa plausibilité, c'est ça, sa plausibilité, si tout le monde y croit sans justification, la plausibilité tombe à la poubelle. D'accord ? Et là, je note ce que j'ai déjà dit, l'abîme qui existe entre, d'une part, l'absence d'argumentation justifiant le spécisme et son invraisemblance a priori, qui est la même que l'invraisemblance du critère être né un mardi, et le caractère dramatique des conséquences qui en découlent. C'est une question de vie ou de mort. Tu es un membre de l'espèce humaine et le crime le plus grave, tu es un non-membre de l'espèce humaine et l'acte le plus anodin, le plus quotidien qu'on fait tous les jours lors des repas. Donc ce n'est pas juste une question de discussion abstraite, il faudrait vraiment avoir une argumentation solide pour justifier de faire cette différence. Or, non seulement on n'a pas une argumentation solide, mais pratiquement, il n'y en a aucune qui soit même proposée. D'accord ? Donc voilà, l'importance, pourquoi, bon j'arrive à la fin, hein, vous en faites pas, c'est bientôt fini. Donc pourquoi je considère que c'est important de mettre en avant cette définition fondamentale. Donc là, le caractère indéfendable du spécisme, le fait que personne ne le défend du tout, donc on a une position argumentative extrêmement forte quand on met en avant ça. Le fait que c'est probablement impossible à défendre le spécisme. Aussi, un truc que je n'ai pas noté là, mais que je pense important, c'est que l'espèce, non seulement notre propos doit être que l'espèce n'est pas un critère éthique pertinent pour permettre de bouffer les animaux, etc., mais que ce n'est pas un critère éthique du tout. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire, sur la base de l'espèce, on ne devrait pas, on ne devrait pas justifier le moindre décompte de la prise en compte des intérêts, par exemple, des poissons relativement aux humains. Donc c'est une position forte, c'est une position qui est puriste quelque part, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les plus gros crimes spécistes qu'on peut dénoncer sur la base de la définition que j'ai donnée, mais on devrait avoir une égalité totale dans ce sens qu'on ne devrait pas prendre en compte l'espèce du tout. D'accord ? Donc c'est une position qui, quelque part, est très forte. Elle a d'autres points où elle est moins forte que d'autres positions, mais sur ce plan-là, elle est absolutiste. L'espèce n'est pas un critère éthiquement pertinent du tout. Pourquoi aussi je pense que c'est un critère important? Parce que c'est un critère assez abstrait. Donc j'avais parlé hier d'une question des niveaux en éthique. Je pense qu'il y a un niveau abstrait et qu'il y a un niveau pratique de tous les jours. Dire l'espèce n'est pas un critère éthique, c'est un niveau, ça se place au niveau abstrait, mais l'avantage du niveau abstrait au niveau théorique, disons, de l'éthique, c'est que c'est un niveau qui permet de s'adapter à d'autres, à des situations très différentes. D'accord ? Les niveaux plus concrets de l'éthique commencent à prendre en compte les réalités concrètes, ce qui est une chose juste, mais qui veut dire qu'elles ont un caractère aussi plus local, d'une validité moins universelle. Donc, et je pense que les autres visions du spécisme, qui sont dérivées par analogie avec le racisme et le sexisme, luttes qui sont nées dans un contexte purement humain, ça ne marche pas. Dans un contexte purement humain, les luttes contre le racisme et le sexisme, il y a d'autres luttes, par exemple l'agisme, où ce n'est pas forcément la même chose, ou la lutte contre la discrimination contre les handicapés,
Mais en tout cas, les plus grandes luttes ou les luttes nationales d'indépendance contre le colonialisme et tout ça, c'est dans un contexte où les capacités des êtres concernés sont substantiellement égales. Donc on peut facilement dire le racisme, l'antiracisme affirme l'égalité d'intelligence de tous les êtres humains. Que ce soit exactement vrai ou pas, en substance c'est vrai. Donc ça se confond pour une très très large part avec l'antiracisme, l'intelligence, la force physique et tout ça. Les humains ont pratiquement tous, en tout cas statistiquement, le même genre sont sur le même niveau. Les besoins physiques et psychologiques aussi sont importants et sont semblables pour tous les humains. Les besoins de socialité, d'être reconnu par son voisin, de ne pas être méprisé, de dignité, de respect, etc. Donc les humains peuvent facilement penser que l'éthique, fondamentalement, prend en compte, l'éthique doit être une affaire de dignité, de respect et tout ça. Or ça, c'est des notions qui sont particulières aux humains. Je pense qu'il y a les animaux non sociaux, par exemple, l'idée de dignité, ils n'ont qu'une idée de ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a d'autres animaux qui sont sociaux et qui sont très semblables aux humains pour ça, mais ce n'est pas le cas, je pense, de tous les humains. Donc les conceptions égalitaristes de l'antisexisme et de l'antiracisme sont taillées sur mesure pour les humains. Là, j'ai un exemple de discussion très récente, hein. C'est en anglais, mais c'est à propos de la controverse de Google récente, et c'est quelqu'un qui dit, voilà, c'est à la fin du truc, oui, je crois que quiconque pense que le sexe d'un individu détermine la personnalité est sexiste. Et ajoute, parce que telle est la définition du terme sexisme. Si on reporte ça au spécisme, on voit tout de suite que ça ne marche pas. Je pense que toute personne qui croit que l'espèce détermine la personnalité est spéciste. Bon, c'est évident, je veux dire, pour quelqu'un qui a des chiens et des chats, déjà, ou entre les chiens et les humains, que les humains et les chiens et les chats n'ont pas la même personnalité. Bon, moi, j'ai eu un chat qui avait une personnalité de chien, mais je veux dire, c'est un peu l'exception. Donc il y a des recouvrements, mais globalement, il n'y a pas besoin d'être très, très fin pour reconnaître que l'espèce a une corrélation forte avec la personnalité, avec des facteurs psychologiques. Aussi, avec d'autres critères. Les chats sont beaucoup plus intelligents que les chiens. Bon, tout le monde sait ça. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas baser l'antispécisme sur des choses qui sont reportées sur des histoires d'égalité de dignité, d'égalité d'intelligence, d'égalité. Le report ne fonctionne pas. Donc les définitions en termes d'égalité de capacité, de dignité, d'autonomie, par exemple, souvent on entend dire qu'imposer au chat d'être végane, ce qui est une chose que j'ai pratiquée, que c'est du spécisme, parce que j'impose ma volonté d'être humain, donc je crois que je suis supérieur au chat, etc., etc. Pour moi, ça ne se pose pas en ces termes-là. Je ne pense pas qu'imposer sa volonté à un chat soit forcément spéciste, alors que dans beaucoup de cas, imposer sa volonté à d'autres humains, pas dans tous les cas, mais l'autonomie est une valeur importante pour les humains. Et si un groupe ethnique impose sa volonté à un autre groupe ethnique, en général, on peut dire que c'est du racisme, qu'il y a du racisme derrière. Mais par rapport au spécisme, je pense qu'il faut s'en tenir à cette définition plus abstraite. Donc les définitions calquées sur les définitions humaines marchent mal pour le spécisme, marchent un peu pour les animaux les plus proches, ne marchent pas pour les animaux plus lointains. Et je pense que c'est important, notre lutte pour la libération des vaches, cochons, veaux, poules et poissons, mais que derrière ça, il y a énormément d'autres problèmes qui sont les invertébrés, les insectes et tout ça, qui sont des gros problèmes moraux qu'il faudra aussi affronter un jour.
Et je pense que la perspective du mouvement animaliste de façon générale, elle a deux perspectives. Une perspective de lutte contre, au sein de la société, nous avons des adversaires, les gens qui mangent la viande, enfin, je ne dirais pas que c'est des adversaires, mais je veux dire qu'on cherche à les convaincre, on lutte contre les pratiques, on lutte pour quelque chose. L'autre aspect, c'est qu'on est de fait face à une tâche qui est, j'appelle ça, explorer un continent éthique nouveau, qui est l'ensemble des animaux. Et ça n'est pas évident du tout comment on doit se comporter envers ces autres animaux. Il y a énormément de problèmes qui se posent. J'ai parlé du problème d'imposer sa volonté au chat. Je dirais, faut-il intervenir contre la prédation? J'en ai listé quelques-uns. Que faire quand un chat a des puces? Voilà, les puces aussi, je pense qu'elles sont sentientes. La vie d'une souris vaut-elle autant que celle d'un humain typique? Bon, ce que beaucoup de gens évacuent en disant, par exemple, dans l'expérimentation animale, ah ouais, mais l'expérimentation animale ne donne aucun résultat scientifiquement valide. Moi, je pense que c'est à 80% une absurdité de dire ça, et qu'on peut avoir des cas où on se pose le problème de faut-il, en sacrifiant une souris, on va sauver des humains, est-ce que c'est juste ou pas de le faire? Est-ce que ça vaut autant que celle d'un humain typique et d'un humain atypique? Un handicapé mental humain, faut-il bannir les animaux familiers ou au contraire les garder avec nous tout en ayant un pouvoir sur nous? Cesser de marcher sur l'herbe. Moi, quand je marche sur l'herbe, ça me pose toujours un peu un problème de conscience, hein, avec tout ce qu'il y a dessous. Établir les animaux sur une autre planète, quand les humains commenceront à aller sur Mars, ils vont dire je vais amener aussi des papillons parce que c'est joli, etc. Ils vont amener tout un écosystème, diffuser cet écosystème et peut-être diffuser aussi toute la souffrance qu'il y a dedans. Les plantes, est-ce qu'elles sont sentientes? Moi, je pense que non, mais je pense que pour le moment, on n'en a pas une preuve absolue. Les algorithmes, pareil, il y a des gens qui disent mais peut-être que les ordinateurs commencent à être un peu sentients. Moi, j'y crois pas non plus, mais je veux dire que mais dans tous ces cas-là, le critère de non-spécisme, pour moi, c'est une boussole. C'est-à-dire que, c'est pas la boussole, parce que je suis pluraliste au niveau des argumentations et des critères, mais c'est une boussole, et c'est une boussole fiable, c'est-à-dire que l'espèce, on ne doit pas la prendre en compte. On peut chercher à voir quels sont les bons critères à prendre en compte, mais donc c'est une boussole, et c'est une boussole qui vaut, qui est valide dans l'ensemble du continent éthique qu'on a à explorer, de l'ensemble des autres êtres sentients, alors que les autres visions du spécisme, qui sont en plus, par exemple, l'égalité des droits, ou soit elles sont, disons, partiales envers une théorie éthique particulière, comme celle qui est partiale envers l'utilitarisme, quand on dit il faut prendre en compte les intérêts de tous les individus de façon égale, soit elles sont formulées de façon qui sont, je dirais, qui sont marquées par le contexte humain et donc qui s'appliquent beaucoup moins à d'autres contextes. Et là, juste une généralisation, enfin, une remarque plus générale sur le fait que je pense que les propositions négatives, donc la proposition que je défends, que l'espèce ne peut pas être un critère éthiquement pertinent, c'est quelque chose qui, mine de rien, peut paraître négatif, mais qui est extrêmement puissant dans un autre domaine de la pensée qui est la physique, et que la physique du XXe siècle a été fondée sur des propositions négatives. Déjà la relativité galiléenne, le mouvement n'a pas d'effet en soi, ce qui dit, d'une certaine façon, le repère, le référentiel. Quand on dit la relativité galiléenne, ça dit si vous êtes dans un bateau en mouvement uniforme sur la mer, vous vous déplacez, toutes les expériences que vous pouvez faire dans la cale du bateau donneront le même résultat que si vous étiez à terre immobile. On dit qu'en physique, c'est un changement de référentiel, et donc
la relativité galiléenne, qui est essentiellement la même qu'Einstein à ce niveau-là, dit le référentiel n'est pas un critère physique en soi. D'accord ? Et mine de rien, c'est sur cette proposition de Galilée de 1632 qu'a été bâti ensuite Newton, et toute la physique moderne a été bâtie sur cette négation de la validité d'un critère. Alors évidemment, il y a d'autres ingrédients dedans, mais c'est quand même remarquable qu'un critère négatif soit aussi fécond. Et pour moi, donc ces histoires ces propositions négatives, elles sont souvent formulées comme symétrie. Comme symétrie, on dit que c'est une symétrie, la symétrie suivant le mouvement, la symétrie de l'isotropie de l'espace, c'est-à-dire que toutes les directions de l'espace sont identiques en physique, enfin qu'on n'en fait pas une différence en physique. Et pour moi, l'antispécisme, c'est une loi de symétrie de l'éthique. C'est une contrainte posée sur les éthiques, sur la possibilité de formuler une éthique juste. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est familier dans l'histoire des sciences, de poser une contrainte, et que cette contrainte est très féconde, cette contrainte, pour autant qu'elle est négative, est très féconde. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de bien mettre l'accent sur cette définition fondamentale de l'espèce. D'accord ? Et je dirais que, bon, ça c'est un peu quelque chose que je dis en l'air, mais qu'à mon avis, tout comme quand Galilée a dit mais regardez, il n'y a pas une différence entre le monde supralunaire, c'est-à-dire la Terre, et le monde des étoiles, que les deux mondes obéissent aux mêmes lois. Donc là aussi, c'était l'absence de différence. Donc c'est quelque chose qui a permis à Newton de développer les lois de la gravitation, de comprendre la mécanique stellaire, mais aussi toute la physique terrestre qui a été développée après, ça a permis de comprendre la physique de ce qui se passe sur Terre. Je pense que l'antispécisme, la condition d'indépendance de l'éthique par rapport à l'espèce, aura des conséquences en retour sur l'éthique, y compris intra-humaine, sur la manière dont nous pouvons envisager les luttes pour l'égalité humaine, y compris l'antiracisme et l'antisexisme, qui, à mon avis, gagneraient à être beaucoup moins focalisés sur des histoires de courbes de Gauss, de savoir s'il y a une différence statistique entre l'intelligence de telle population et telle autre population, et plus focalisés sur la question de justice, de savoir ce qui est juste pour les différents individus, et que, évidemment, ce qui est juste pour les différents individus ne peut pas plus dépendre de leur sexe, de leur origine ethnique ou de leur nation de naissance, entre autres choses, que de n'importe quel autre critère arbitraire. Voilà. Merci.